l'an 2000, les dirigeants mondiaux adoptaient les objectifs du millénaire pour le développement. En ce qui concerne le secteur de l'éducation dans les pays en développement, il a été recommandé que l'accent soit mis sur l'aspect quantitatif en termes de scolarisation. Mais avec les ODD 4, les objectifs de développement durable initiés en 2015, en plus de l'universalité et la qualité de l'éducation, il faut désormais prendre en compte l'inclusion, c'est-à-dire intégrer les personnes vivant avec un handicap dans le système éducatif. Le Burkina Faso s'est engagé dans le processus et tente tant bien que mal de relever le défi. La coalition pour l'éducation pour tous en a fait son cheval de bataille. La coalition mène le combat depuis 2000. C'est-à-dire après le Forum mondial sur l'éducation qui s'est tenu à Dakar. Elle a mené ce combat de façon informelle de 2000 jusqu'en 2009, et c'est à partir de 2009, bien sûr, avec l'appui du Fonds de la Société pour l'éducation, elle a commencé à avoir des actions beaucoup plus structurées. Et c'est essentiellement le plaidoyer, c'est suivre l'exécution des différents plans d'action et du budget du ministère de l'Éducation, voilà, et observer ce qui peut être considéré comme des acquis, faire ressortir les faiblesses et proposer des recommandations qui puissent permettre d'atteindre les indicateurs de l'objectif de développement durable pour assurer l'éducation de qualité pour tous. Le développement durable passe aussi par l'engagement et l'implication de tous les acteurs du système éducatif, gouvernement, parents d'élèves, acteurs de la société civile. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina, en plus des actions de sensibilisation sur le terrain, met aussi l'accent sur le plaidoyer en faveur des décideurs. C'est dans ce cadre que s'organise annuellement la SMAE, la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. En 2019, l'événement est placé sous le thème « Faire du droit à l'éducation publique inclusive, équitable, de bonne qualité, une réalité ». Aujourd'hui, avec le temps qui a passé dans le cadre justement du regroupement dans lequel se trouve la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, qui est aussi le réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous et la campagne mondiale pour l'éducation. Alors, les objectifs ont évolué depuis 2015 pour se situer dans le cadre de la défense d'une éducation équitable, inclusive, de qualité pour tous et la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, la Semaine mondiale d'action organisée chaque année vise toujours à rendre public, sensible et visible tout ce qui peut permettre la réalisation de cet objectif. La promotion d'une éducation pour tous et inclusive se heurte très souvent aux préjugés et stéréotypes, surtout dans les pays en développement. Cette situation impacte fortement les actions menées sur le terrain par les différents acteurs engagés dans le combat. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous reconnaît qu'il s'agit d'une lutte de longue haleine. Nous avons fait un point à travers une revue indépendante de l'ODD 4 que nous avons eu à faire cette année. Nous avons vu qu'au niveau de, par exemple, la cible 4.1, assurer un cycle complet d'accès à l'enseignement primaire et secondaire, il y a quand même eu des efforts à ce niveau. Au niveau de la cible 4.3, également, qui est de faire en sorte que tous les enfants aient accès à un enseignement technique et professionnel, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau. Parmi les 7 cibles, là où il y a quand même, nous avons constaté qu'il y a des efforts à faire, beaucoup d'efforts, c'est surtout l'accès à l'enseignement préscolaire, voilà, qui est vraiment aujourd'hui une difficulté réelle. Alors, et ensuite, il y a l'accès à un emploi décent, faire en sorte que tous les jeunes développent des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'obtention d'un travail décent. À ce niveau, il y a beaucoup à faire. Si malgré les efforts fournis, les lignes n'ont pas véritablement bougé, c'est aussi parce que très souvent, l'éducation de masse est privilégiée à l'éducation inclusive lorsqu'il faille faire un choix face aux contraintes budgétaires. Choisir entre l'inclusion et l'aspect massif de l'accès de tous,
généralement, on a tendance à valoriser ce qui touche le plus grand nombre. Alors, ça, c'est un des obstacles, au moins, de la réalisation de l'inclusion, c'est-à-dire minimiser ce que les personnes touchées par le handicap peuvent apporter à la société au profit de ceux qu'on appelle, entre guillemets, enfants normaux. Et donc, je crois que les réflexions ont évolué et on a compris que le droit à l'éducation n'est plus seulement à réduire à un aspect quantitatif, mais aussi bien quantitatif que qualitatif, avec inclusion de tous au même degré de la jouissance de ce droit. En termes de scolarisation des personnes vivant avec un handicap, au primaire, le taux est acceptable. Il est beaucoup moins au post-primaire. Mais le plus inquiétant, c'est le manque de statistiques fiables en ce qui concerne le nombre de cette frange de personnes à scolariser. Quand on regarde la parité entre filles et garçons, que ce soit au niveau du primaire ou surtout le post-primaire, il y a des efforts qui sont faits, mais c'est surtout au niveau de l'enseignement secondaire où la parité vraiment entre filles et garçons, il y a un écart. L'accès des enfants handicapés à l'éducation. Alors, il y a beaucoup à faire, puisqu'à ce niveau, il est vrai qu'il y a une direction de l'éducation inclusive. On constate que au niveau des statistiques, on n'a toujours pas des données claires sur le nombre d'enfants handicapés donc, qui sont susceptibles d'être scolarisés. Avec le processus du partenariat mondial pour l'éducation, la société civile devrait occuper une place de choix dans l'élaboration du budget et le suivi de l'éducation. Si au plan national, l'on peut se satisfaire du niveau d'implication de la société civile, cela n'est pas le cas au niveau régional et provincial. Nous sommes conviés, nous participons aux rencontres au niveau national, mais nous participons aussi à l'élaboration du plan d'action et du budget, à leur validation au niveau national. Mais là où il y a beaucoup de difficultés, c'est surtout au niveau local. Parlant du niveau local, c'est essentiellement au niveau des directions provinciales et des directions régionales. La société civile n'est pas impliquée. Alors, même les cadres de rencontres qui se tiennent, par moment, nous voyons que la société civile n'est pas très au courant de ce qui se passe. Alors que si nous prenons le processus du partenariat mondial pour l'éducation, c'est un partenariat qui implique l'État, les partenaires techniques et financiers et la société civile. Donc cela voudrait dire que tout ce qui se conçoit comme politique, du début jusqu'à la fin, la société civile doit être impliquée. Elle doit être impliquée dans l'élaboration des plans d'action et budget, comme dans la mise en œuvre et le suivi. Au niveau du ministère de l'Éducation et de la promotion des langues nationales, on est conscient du rôle capital de la société civile dans la mise en œuvre d'une éducation de qualité au Burkina Faso. Quant à l'implication de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous dans les politiques de budgétisation et de suivi de l'éducation, le ministre Stanislas Ouaro se veut rassurant. Pour ce qui est spécifiquement de la Coalition pour l'éducation pour tous, elle intervient dans notre système éducatif à travers la sensibilisation, le suivi et évaluation et l'alerte qu'elle donne en matière d'éducation. Et nous la sollicitons aussi pour un suivi de la mise en œuvre de nos réalisations. Elle participe par exemple aussi au niveau national au débat sur l'éducation à travers le cadre partenarial qui est mis en place, qui est un cadre d'échange entre le ministère en charge de l'éducation et les partenaires techniques et financiers, ONG et associations œuvrant dans le système éducatif. Et la Coalition nationale pour l'éducation pour tous aussi contribue au débat sur la mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du plan de développement stratégique de l'éducation de base. Donc elle est partie prenante et elle attire permanemment notre attention à travers les débats sur l'alignement entre le budget consacré à l'éducation et les objectifs de développement durable. Pour parvenir à cette éducation de qualité tant recherchée, il va falloir également mettre l'accent sur la formation des enseignants. Une formation spécifique sur l'encadrement et le suivi de cette minorité serait un véritable atout devant leur permettre de mener à bien leur mission. La qualité de l'éducation est bien, mais il y a toujours des problèmes à résoudre. Par exemple, il y a des élèves qui viennent à l'école pour perturber les cours
Ou bien la grève des professeurs, tu peux arriver à l'école et puis il y a des absences de professeurs. La formation des professeurs aussi. Il y a d'autres, ils peuvent vous expliquer les cours, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Nous pensons très sincèrement que si les enfants doivent intégrer les écoles classiques, qu'on prenne au sérieux la formation des enseignants. Parce qu'en réalité, les enfants que nous recevons, très sincèrement dit, constituent, si vous me permettez, un handicap également pour les autres enfants. Parce que les maîtres n'arrivent pas à les encadrer comme il se doit. Voilà. Alors qu'en les mettant dans des écoles spécialisées, c'est une sorte de marginalisation. On les marginalise en ce moment. Donc, il faudrait que les enseignants aient une formation complète. En dépit de l'augmentation du taux de scolarisation passé de 60% en début des années 2000 à près de 90% en 2018, des efforts restent à fournir, surtout en ce qui concerne l'éducation inclusive. Le gouvernement et les partenaires de la société civile jouent leur partition, mais les parents aussi doivent s'impliquer davantage. Il faut voir les quartiers périphériques, par exemple à Ouagadougou. L'État ne construit pas systématiquement des écoles, au point que tous les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans les privés. Et ils sont obligés de garder certains enfants à la maison. Voilà. Mais il y a aussi, je l'ai déjà dit, les enfants en situation de handicap où les parents même ont choisi délibérément de ne pas les amener à l'école parce qu'il y a certains handicaps où les parents pensent que c'est honteux de les présenter en public. Moi, j'ai eu un cas où l'enfant, c'était un bossu simplement. Et les parents ne voulaient pas l'inscrire. Et c'est quand on devait inscrire sa petite sœur 2 ans après qu'il a pleuré suivre pour pouvoir se faire inscrire. Et présentement, c'est quelqu'un qui se débrouille dans la vie. Une chose est de scolariser les enfants vivant avec un handicap, une autre est de leur permettre de s'épanouir à travers des conditions d'études adaptées. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines localités où ces enfants sont soumis aux mêmes conditions d'études que leurs camarades dits normaux. La tâche devient alors plus ardue pour les enseignants. Si vous voyez d'abord la construction de nos écoles, il n'y a pas par exemple de trempe où par exemple ceux qui sont handicapés physiques puissent emprunter facilement. Voilà, les escaliers ne sont pas à leur portée forcément. En plus de ça, leurs camarades ne leur rendent pas la tâche facile. Il faut permanemment que le maître de la classe veille, en tout cas, à ce qu'on ne puisse pas les brutaliser. En plus, il faut le dire très sincèrement, il y a certaines situations où le maître de la classe lui-même n'arrive pas à maîtriser. Il faut un programme adapté pour ces enfants. Il faut du matériel. Puisque l'éducation inclusive demande beaucoup de matériel. Et c'est plus cher. L'autre obstacle qui risque de porter un coup dur à l'atteinte des objectifs en ce qui concerne l'éducation pour tous, c'est le harcèlement des jeunes filles, un phénomène de plus en plus fréquent dans les établissements scolaires. Il y a des parents qui retirent leurs filles de l'école pour les donner en mariage. Souvent, il y a le problème de choix entre le garçon et la fille pour la continuité des cours. Les grossesses indésirées aussi poussent certaines filles à abandonner l'école. Pour pouvoir maintenir les filles dans le système, il faut d'abord commencer par une grande sensibilisation. Pas seulement des parents, mais des filles qui sont à l'école. Et aussi des garçons pour éviter certaines stigmatisations. C'est-à-dire à partir de la classe de CM, sinon même CE pour certaines, commencer à sensibiliser pour éviter la stigmatisation parce que la fille a un certain âge, par exemple lorsqu'elle commence donc sa puberté, ça c'est un facteur, les règles qui apparaissent les premiers moments, la fille vraiment se sent beaucoup gênée, elle peut ne pas venir à l'école, ou bien lorsque ses camarades garçons le sentent, elle peut être donc soumise à des railleries qui peuvent l'amener à quitter l'école. Et aussi, mettre l'accent sur l'éducation sexuelle. Parce que très souvent, les filles ne continuent pas à l'école aussi parce qu'elles tombent enceintes. Et lorsqu'elles tombent enceintes, qu'est-ce qui se passe? Facilement, elles abandonnent. Il y a eu des lois qui ont été prises
pour sanctionner par exemple les enseignants qui, donc, du fait qu'ils soient beaucoup plus mûrs que les enfants, arrivent donc à les berner et à les enceintrer si vous voulez. Il faut durcir ces lois-là et aussi aller à la sensibilisation de ces enseignants. Le dénominateur commun de toutes ces difficultés demeure la question du financement de l'éducation de manière globale au Burkina Faso. La coalition pour l'éducation pour tous tire la sonnette d'alarme. Nous réalisons des actions de contrôle citoyen pour nous assurer qu'effectivement les fonds qui ont été alloués à l'éducation au niveau local, au niveau régional, provincial ou au niveau national, ces fonds sont bien utilisés et que ça permet d'atteindre les résultats. Alors quand on se rend dans certaines directions ou bien dans certaines communes, le plus souvent ne sont pas les bienvenus. Il y en a certains gestionnaires qui trouvent les moyens de nous feinter. Là, ce sont des obstacles vraiment à notre travail. Maintenant, pour l'éducation inclusive, bon, là-bas, le véritable problème, c'est la prise en compte vraiment du financement de façon vraiment sensible, la question de l'inclusion. Et nous le disons, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faits. Le budget doit prendre en compte les spécificités qui sont liées aux enfants handicapés et même aux filles. Dans leur rôle de veille citoyenne et d'interpellation, les organisations de la société civile sont aussi mises face à leurs responsabilités. Il s'agira pour eux de veiller au grain afin qu'un tel scénario où l'État parviendra à se désengager de l'éducation ne soit pas réalisable. Aujourd'hui, le minimum qu'on puisse affecter à l'éducation pour que ça puisse décoller, c'est 20%. Dans notre pays, nous ne sommes pas à 20%. Donc c'est le rôle des OSC d'interpeller le gouvernement pour qu'on affecte réellement le budget qu'il faut au niveau de l'éducation. Comme la sécurité et la défense, dont les budgets ont sensiblement augmenté à cause de la situation sécuritaire, celui alloué au secteur de l'éducation est aussi considérable, selon le ministre en charge de l'éducation. Si l'éducation est vue au sens de l'éducation qui va du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, on dira que la part du budget consacré à l'éducation dans le budget national du Burkina est de 32%. Maintenant, si on s'intéresse à la part allouée à l'éducation au sens du ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, c'est-à-dire en allant du préscolaire jusqu'au secondaire, et là on est à 19%. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans maintenant à des attaques terroristes à répétition dans certaines parties du territoire et le système éducatif paie l'un des plus gros tributs. Plus de 2000 écoles fermées, une situation qui affecte plus de 300 000 élèves. En cette rentrée académique, les parents d'élèves déplacés s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Ils ont laissé tous leurs documents administratifs derrière eux en fuyant les représailles. Zikanga ton patar ba fui ton patar ligiri ton asu ton kwamba kalonga la phawo il ton ti kalanga tibikanga be siame wal siam de wala manda boina ton ba wala sebon tour wala certificate de scolarité namba wa ton paton ya bamme bala bamu so pa yiri pour me ton kar samnam ba yim duna ton pa mi ham de me yo ton ya ta ba certificate de scolarité ko ton li wabri ton pa kalm ba hay Gedi seli ton ba lamba touze papa mon calme bahe. Mon da calme de dible école. Rona ton les autres un peu mieux m'en calmer. Face à la situation délétère de ces élèves, des initiatives locales se sont mises en branle pour les mettre à niveau en attendant que les solutions idoines soient trouvées par le gouvernement. Il y avait une structure à Kaya ici, du nom de Plan, de concert avec APJCN qui a fait un recensement de ces élèves-là et nous avons pu trouver 280 des classes de CP1, CP2, CM1 et CM2. Et grâce à l'appui de Plan, nous avons trouvé des kits scolaires pour chaque élève et personnellement je me suis investi avec d'autres collègues, nous sommes au nombre de 7, sous la supervision du CCF de Kaya 3 pour leur donner 1 mois de cours. Question de pouvoir rattraper un peu le retard perdu pour pouvoir les permettre une réinsertion dès la reprise.
Cette situation sécuritaire de plus en plus préoccupante peut être un frein aux actions de développement entreprises par la société civile. Si le gouvernement doit concentrer ses efforts sur la gestion des urgences, notamment la situation des déplacés, la question de l'éducation inclusive pourrait alors prendre un coup. Les actions terroristes assez maintenant fréquentes au niveau du Burkina Faso sont véritablement très critiques, très difficiles pour la promotion d'une éducation de qualité pour tous et même aussi pour notre rôle de plaidoyer. Loin de nous de dire qu'on doit craindre, les parents eux-mêmes n'auront jamais à renoncer à l'idée que leurs enfants doivent aller à l'école. Ils vont sans doute prospecter des possibilités de mettre leurs enfants en sécurité à l'école ailleurs. La problématique est posée en termes de comment faire pour étouffer justement la progression de l'insécurité et faire en sorte que les enfants soient en sécurité, même quand on est dans cette situation. La dégradation de la situation sécuritaire porte forcément un coup dur à l'atteinte des objectifs du ministère en charge de l'éducation. Le premier responsable du département le sait, mais rassure que les mesures sont prises par le gouvernement en vue de permettre aux enfants affectés par la situation de poursuivre les études. Pour faire face à cette situation, nous avons rédigé ce que nous appelons une stratégie de scolarisation des élèves dans des zones à fort défi sécuritaire que nous avons commencé à dérouler. Et tout ça, c'est pour faire en sorte que malgré la situation de crise sécuritaire, nous puissions améliorer davantage donc, ces données-là en matière d'accès, en matière de qualité et autres pour notre système éducatif. Certains acteurs du système éducatif interpellent l'État à la vigilance afin que la situation sécuritaire, avec son lot d'écoles fermées, ne soit pas un prétexte pour le gouvernement de se désengager progressivement de l'école publique et de laisser trop de place au privé. Il suffit tout simplement que quelqu'un aille construire, j'allais dire, un 10 tôles en banco, il ajoute un second 10 tôles et un troisième 10 tôles qu'il colle et ça lui fait une école à 3 classes. Et comme il n'y a pas assez d'écoles publiques, les parents sont obligés d'amener leurs enfants là-bas. Et c'est quelle éducation ils reçoivent là-bas? Quel enseignement? Nous avons fait la preuve qu'il y a des enseignants dans les privés qui n'ont même pas le BPC. Le ministère en charge de l'éducation ne devrait pas laisser n'importe qui ouvrir les écoles, devrait veiller à ce que ceux qui les relaient dans leur travail puissent faire quand même du travail de qualité. Avec les frais élevés de scolarisation, ce n'est pas tous les parents qui peuvent amener les enfants dans les écoles privées. Donc ça fait qu'il y a des enfants qui restent à la maison, qui sont en âge d'être scolarisés, mais qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas eu la place dans les écoles publiques. Donc l'État doit normalement construire beaucoup d'écoles pour ces enfants. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous tire aussi la sonnette d'alarme. Elle pense que l'État doit assumer son rôle régalien en dépit des difficultés. Pour nous, la privatisation doit être combattue dans son aspect commercial. L'éducation n'est pas un produit à vendre. L'éducation, c'est un droit fondamental de l'individu. Et aujourd'hui, ce droit fondamental-là est prioritaire dans toutes nos politiques, à toute forme, en tout cas de vision du domaine de l'éducation. Et c'est pourquoi, lorsque l'on parle de privatisation de l'éducation, il ne s'agit pas de rejet systématique de toute éducation n'entrant pas dans le cadre classique. Sur cet aspect, le ministre de l'Éducation se veut rassurant. L'État, dit-il, n'a pas intérêt à ce que l'école burkinabé soit laissée au privé. Pour ce qui est des pays en voie de développement comme les nôtres, on ne peut pas se permettre de privatiser l'éducation. Et je ne pense pas que le Burkina soit dans cette dynamique. Voilà, parce que quand on compare les systèmes éducatifs, ça et là, il y a des endroits où le système privatisé a eu des impacts positifs. Vous prenez les États-Unis ou l'Angleterre et tout, ils ont un système éducatif, ou même le Japon et tout, qui est un système éducatif quand même qui coûte extrêmement cher et qui fait une part belle au privé et tout, et qui tire le système vers le haut. Mais nous, on ne peut pas se permettre cela parce que nous, on a des objectifs à atteindre. Et ils ont atteint ces objectifs. Nous, on a atteint des objectifs d'accès de tous à une éducation de qualité et tout. Et pour ce faire, on n'a pas le choix que de favoriser donc la gratuité pour certains groupes vulnérables. Et cette gratuité ne peut pas se faire par le privé. Et cette gratuité nous amène même à solliciter donc certaines fêtières, comme l'enseignement catholique, l'enseignement protestant et autres,
à nous accompagner pour la mise en œuvre de cette gratuité un peu partout, ce qui a permis d'avoir ces résultats. Donc, je ne suis pas contre la privatisation du système éducatif, mais ce n'est pas possible dans notre contexte aujourd'hui où nous avons besoin d'atteindre des objectifs qui ne peuvent être atteints que si l'État investit davantage. La tâche est certes ardue, mais il ne faudra pas perdre de vue l'essentiel. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous ne compte pas baisser les bras. Sur le terrain, elle continue de mener ses actions pour l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés en ce qui concerne la mise en œuvre de l'objectif de développement durable dans son volet inclusion d'ici 2030 avec son slogan « Personne ne doit être laissé pour compte ».